plonge dans le monde de la station totale. Un outil vraiment essentiel pour les géomètres, les pros du BTP. Nos sources, ce sont des docs techniques, assez denses d'ailleurs, sur son fonctionnement, sa précision. Alors notre mission, comprendre vite fait comment ça marche, cet appareil qui mesure notre environnement. Quelle est sa précision sur le papier, mais surtout, identifier les fameuses erreurs systématiques. Celles qui peuvent tout fausser, quoi, et voir comment les pros les maîtrisent. Pourquoi c'est important? La fiabilité d'un pont, d'un bâtiment, ça dépend directement de la qualité de ses toutes premières mesures. Alors concrètement, une station totale, qu'est-ce que c'est? C'est une combinaison en fait. Il y a un théodolite électronique dedans. Ça mesure les angles horizontalement et verticalement. Et puis il y a un distance-mètre, souvent laser. On appelle ça EDM pour les distances. D'accord, angle plus distance. Voilà. Et la machine calcule avec ça les coordonnées 3D X, Y, Z des points qu'on vise. Ça a l'air simple comme ça. Mais j'imagine que ça ne l'est pas tant que ça. C'est là que ça devient vraiment intéressant. La précision théorique, elle est assez bluffante. On parle de quelques secondes d'arc pour les angles. Ça représente une incertitude toute petite, de l'ordre du demi-millimètre à 100 mètres par exemple. Ah oui, quand même. Sauf que cette belle précision, elle est menacée par ces erreurs systématiques dont on parlait. Contrairement aux erreurs aléatoires qui sont un peu comme des petits ratés imprévisibles qu'on peut moyenner, celles-ci, les systématiques, elles se répètent. Toujours pareil ou selon une loi si on ne fait rien. D'accord. Donc, même en mesurant plein de fois, si on a une erreur systématique, on répète l'erreur. C'est ça, la moyenne ne l'élimine pas. Alors il faut les identifier et les corriger. Prenons des exemples. Vous parliez de l'erreur de collimation horizontale. La CH. C'est quoi ça exactement? Alors, imaginez l'axe de visée de la lunette, là où on regarde. Idéalement, il doit être parfaitement perpendiculaire à l'axe autour duquel la lunette bascule, de haut en bas. L'axe secondaire, c'est ça? Exactement. Si ce n'est pas parfaitement perpendiculaire, et ça arrive, c'est mécanique, eh ben ça introduit une petite erreur dans l'angle horizontal qu'on mesure, surtout quand on vise des points très hauts ou très bas. Une sorte de l'appareil louche un peu, si on veut. C'est un peu l'idée, oui. Ce n'est pas énorme à chaque mesure, mais ça s'ajoute. C'est une imperfection de l'instrument. Compris. Et il y a aussi des erreurs qui viennent pas de l'appareil lui-même, mais de ce qu'on mesure, ou comment on mesure. Tout à fait. Un exemple très concret, la constante de prisme. Le prisme, c'est la cible qu'on vise. Oui, le réflecteur, ce prisme a un petit décalage physique entre son centre mécanique et le point optique réel que le laser mesure. Chaque prisme a sa valeur, sa constante. Si l'opérateur oublie d'entrer cette valeur ou s'il se trompe de valeur dans l'appareil, Ah! Alors là, chaque mesure de distance est faussée. de la même quantité. Précisément. Systématiquement. Une erreur bête, mais aux conséquences directes. Et puis, il y a l'environnement. La météo? Oui, la température, la pression atmosphérique, ça influence légèrement la vitesse du signal laser de l'EDM. Si on ne mesure pas la température et la pression sur place et qu'on n'entre pas ces valeurs dans l'appareil, on crée une autre erreur. Et celle-là, elle est comment? Fixe aussi? Non, celle-là est proportionnelle à la distance mesurée. On l'appelle la correction ppm, pour partie par million. BPM, ça semble minuscule. C'est grave, docteur? 10 ppm, ça peut sembler petit, mais ça correspond à une variation météo pas si exceptionnelle. Et 10 ppm, ça fait déjà 1 cm d'erreur sur une distance de 1 km. Ah oui. 1 cm par kilomètre, ça commence à chiffrer sur un grand projet. Exactement. Sur un tracé de route, un grand bâtiment, ça peut vite décaler les choses sérieusement. C'est fou. On voit bien que la précision affichée, c'est une chose, mais l'obtenir réellement sur le terrain, c'en est une autre. Alors, comment font les pros pour garantir la fiabilité? C'est une question de méthode et de rigueur. D'abord, il y a l'étalonnage régulier de l'instrument. Il y a des procédures spécifiques pour vérifier et ajuster ces erreurs internes, comme la collimation, elle, ou ce qu'on appelle l'erreur de zéro du distancemètre. Ok, ça c'est pour l'instrument lui-même. Et sur le terrain? Sur le terrain, il y a une technique de mesure qui est fondamentale. C'est le double retournement. Le double retournement. C'est-à-dire? On vise le point une première fois, dans une position qu'on appelle cercle gauche. On note la mesure. Ensuite, on fait pivoter la lunette de 180 degrés sur elle-même et on fait aussi tourner l'appareil de 180 degrés horizontalement. On revise le même point en position cercle droit. Et on mesure à nouveau. Oui, et en faisant la moyenne des deux lectures, cercle gauche et cercle droit, on élimine mathématiquement l'effet de plusieurs erreurs instrumentales importantes. Y compris la fameuse erreur de collimation, quand c'est. Exactement, celle-là est éliminée par cette méthode.
C'est vraiment une pratique de base pour obtenir des mesures d'angle fiables. Ça prend un peu plus de temps, j'imagine, de faire 2 mesures au lieu d'une. Oui, forcément, mais c'est souvent indispensable pour la qualité du travail. Et puis, au-delà de ces techniques, l'opérateur reste absolument crucial. L'humain derrière la machine. Complètement. Une mise en station parfaite, ça, ce n'est pas négociable. L'appareil doit être parfaitement centré au-dessus du point de référence au sol et parfaitement horizontal. Ensuite, entrer les bons paramètres, la bonne constante pour le prisme qu'on utilise, les bonnes valeurs de température et pression. C'est vital. Et y a-t-il des détails qu'on oublie parfois? Ah oui, un détail qui peut coûter cher. S'assurer que la canne qui porte le prisme est tenue bien verticalement au moment où on fait la mesure. Ah, si le prisme est penché, Voilà, la mesure de position est fausse, même si la distance est juste. C'est tout bête, mais essentiel. on comprend mieux l'ensemble maintenant. Si on néglige ces aspects, l'étalonnage, les méthodes comme le double retournement, la rigueur de l'opérateur, les erreurs s'accumulent. Et ça peut entraîner des plans incohérents, des reprises coûteuses sur les chantiers parce que les implantations sont décalées. Voire des problèmes de sécurité, si des éléments importants, comme des piliers, sont mal positionnés. Tout à fait. Donc pour conclure, on peut dire que la haute précision d'une station totale, ce n'est pas juste une donnée technique, c'est le résultat d'une combinaison. Il faut un instrument bien calibré, certes, mais aussi des méthodes de mesure rigoureuses pour compenser les erreurs, et surtout un opérateur qui est compétent, vigilant, méticuleux. C'est tout un processus métrologique, en fait. C'est exactement ça. Il faut comprendre d'où peuvent venir les erreurs, savoir comment les maîtriser et pouvoir justifier de la qualité des mesures qu'on a faites. C'est que derrière la solidité apparente de tout ce qui est construit autour de nous, il y a cette quête permanente de précision, cette lutte contre l'erreur. Ça change un peu le regard qu'on porte sur un chantier ou un bâtiment. Oui, c'est une complexité souvent invisible. Et pour finir, peut-être une petite question pour la route. On vous écoute? Même si on imagine l'instrument parfait, l'opérateur le plus expert et qu'on applique toutes les corrections possibles, quelle est la limite absolue de la précision qu'on peut atteindre sur le terrain? Est-ce qu'on peut même parler de la coordonnée vraie, immuable d'un point dans un monde physique où le sol bouge en permanence, où les structures vibrent, où tout est sujet à des micro-mouvements constants? Bonne question. Ça laisse matière à réfléchir sur la nature même de la mesure dans un environnement dynamique. Merci pour cet éclairage passionnant. Merci à vous.